Il y a des gens pour qui un simple geste de tendresse est comme une brûlure invisible. Une main posée sur l'épaule, un regard prolongé, un compliment sincère, tout cela semble anodin pour la majorité, mais pour certains, cela déclenche un courant d'inconfort profond, presque archaïque. C'est comme si leur peau avait appris à anticiper la morsure d'un contact doux. Ils ne fuyaient pas seulement les autres, ils fuyaient la sensation d'être vus dans leur vulnérabilité. Derrière chaque recul, chaque soupir nerveux face à un moment d'affection, il y a souvent une histoire enfouie dans les plis de la mémoire affective. Ce n'est pas une question de timidité, ce n'est pas non plus de la froideur, c'est une alerte intérieure, un système de défense mis en place très tôt, souvent avant même que les mots ne puissent expliquer ce qu'ils ressentaient. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau humain associe certains stimuli émotionnels à des réponses de survie. L'amygdale, cette sentinelle émotionnelle, réagit au toucher perçu comme menaçant, même s'il ne l'est pas objectivement. Des études menées à l'université de Columbia ont montré que des individus ayant connu des environnements instables pendant l'enfance activent leur système de stress face à des démonstrations d'affection trop directes. Le cerveau, dans son zèle protecteur, confond alors amour et danger. Et tout cela commence discrètement. Le premier signe est souvent la tension dans les muscles lorsque quelqu'un s'approche. Puis vient l'humour, utilisé comme écran de fumée, une blague au moment d'un compliment, une remarque ironique face à une marque d'attention sincère. Le corps est présent, mais l'esprit s'échappe. C'est comme s'il portait une armure faite de mots et de silence. Un simple « je t'apprécie » peut les faire vaciller, car ils n'ont pas appris à recevoir sans soupçonner. Ce qui était au départ un mécanisme de protection devient peu à peu une prison. D'abord, ils limitent l'accès des autres à leur monde intérieur. Puis, sans même s'en rendre compte, ils s'interdisent d'eux-mêmes d'entrer dans celui des autres. Les liens deviennent fonctionnels, jamais fusionnels. Les échanges restent à la surface. Ils développent une excellence sociale tout en gardant leur cœur en retrait. Et c'est là que le piège se referme. Ils deviennent les architectes de leur propre isolement affectif. Mais ce phénomène ne se vit jamais seul. Il se transmet, s'étend, se répète. Dans les familles, on parle peu d'amour, mais beaucoup de devoir. On serre les dents plus que l'on serre dans les bras. La tendresse devient un langage étranger, parfois même une faiblesse moquée. On élève des enfants dans une pudeur émotionnelle qui frôle parfois la négligence affective. Et ainsi, de génération en génération, l'affection devient un territoire interdit. Les gestes tendres sont remplacés par des actes de service, les mots doux par des critiques constructives. Le cœur apprend à survivre là où il aurait dû apprendre à s'ouvrir. Alors, pour ceux qui portent cette peur du lien, le premier réflexe n'est pas de se forcer à aimer, mais de reconnaître les murs qu'ils ont érigés. Le protocole de survie commence par une observation silencieuse. Quand est-ce que je me raidis ? À quel moment est-ce que je détourne le regard ? Quelle est cette voix en moi qui me murmure que l'amour est un piège ? La conscience devient un bouclier contre les automatismes. Et peu à peu, dans des retraits stratégiques, ils peuvent apprendre à rester. Pas à tout donner, mais à ne plus tout fuir. Car au bout du compte, le véritable courage, ce n'est pas de se protéger, c'est d'oser ressentir. Mais le plus insidieux dans cette dynamique, c'est que le refus d'exprimer l'affection finit par altérer la manière même dont ces personnes perçoivent l'amour reçu. Ce n'est pas seulement qu'elles évitent d'en donner, c'est qu'elles ne croient pas réellement à ce qu'elles reçoivent. L'affection des autres devient suspecte. Derrière un geste tendre, elles entendent une manipulation. Derrière un mot doux, une obligation future. Et lorsque l'on vit avec cette méfiance constante, chaque moment d'intimité est une alerte silencieuse, un test invisible. On scanne le ton de la voix, l'intention cachée, la durée d'un regard, le lien est disséqué au lieu d'être vécu. La recherche en psychologie de l'attachement confirme cette distorsion. Selon les travaux du docteur Philip Shaver, menés à l'université de Denver, les individus présentant un attachement évitant activent des zones cérébrales liées à la menace, dès qu'une interaction affective devient trop intense. Le cortex préfrontal se met en marche pour rationaliser, pour neutraliser l'émotion. Et tout devient un calcul. Combien de fois a-t-il dit « je t'aime » ? Pourquoi maintenant ? Qu'attend-il en retour ? L'amour cesse d'être une offrande. Il devient une énigme à résoudre. Et il y a des signes, toujours. Mais ils sont si subtils que même les proches les ignorent. Ce sont ses mains qui se crispent au moment d'un câlin inattendu. Ses épaules qui se lèvent imperceptiblement quand quelqu'un s'approche trop près. Ce sont ces sourires figés, polis, mais distants, qui servent à masquer le court-circuit intérieur. Ce sont aussi ces phrases banales, dites sur un ton un peu trop ironique, comme pour désamorcer toute tentative de rapprochement. Et parfois, ce sont des silences épais,
lourds, posés là comme des frontières invisibles. On croit à la pudeur, on ne devine pas la peur. Ce qui commence comme une stratégie ponctuelle devient peu à peu une logique permanente. À force de ne pas exprimer, on oublie comment ressentir. Le monde intérieur se contracte. Les émotions deviennent vagues, inaccessibles. L'intensité affective est remplacée par une stabilité vide. Ils deviennent fiables, oui. Présents, oui. Mais inaccessibles. Même à eux-mêmes. Et cette distance finit par ronger la possibilité même d'un lien sincère. Car l'affection, lorsqu'elle n'est ni donnée ni reçue, finit par disparaître. Et ce n'est pas l'autre qui s'éloigne, c'est soi-même qu'on abandonne. Dans les groupes, cette logique se normalise. Dans certains environnements, surtout professionnels ou familiaux, on valorise ceux qui ne montrent rien. On les dit forts, maîtrisés, réfléchis. On oublie que derrière cette maîtrise, il y a parfois une blessure profonde, un refus d'être vu. Ces groupes deviennent alors des enclaves froides, où chacun surveille ses élans, où la chaleur humaine est perçue comme une faiblesse. Et c'est ainsi que l'on fabrique des générations entières qui préfèrent la distance à l'émotion, la performance au lien, le silence au risque d'aimer. Mais vient un moment, toujours, où le mur se fissure. Un deuil, une rupture, une nuit trop longue. Et là, quelque chose remonte, une mémoire, un besoin, une absence. Et l'on comprend soudain que fuir l'affection, c'était fuir une partie de soi. C'est dans ces moments de lucidité que commence la vraie réparation. Le protocole n'est pas de se jeter dans les bras de quiconque, il est plus subtil. Il consiste à supporter une main qui reste un peu plus longtemps sur notre épaule, à ne pas détourner les yeux lorsqu'un regard doux nous traverse, à laisser entrer, juste un peu, sans fuir. Et dans cette brèche, il y a peut-être la possibilité d'une vie plus vivante. Il est fascinant de constater à quel point l'origine de cette peur du contact affectif se cache souvent dans les premières couches de l'enfance. Ce n'est pas toujours un traumatisme évident, visible ou brutal. Parfois, c'est l'absence subtile, mais répétée, d'un regard rassurant. C'est une main qui n'a pas été tendue quand l'enfant pleurait. Ce sont des phrases anodines, lâchées sans intention de blesser, mais qui résonnent encore. « T'es trop sensible. Pleurer, c'est pour les faibles. Personne n'aime les enfants capricieux. » Ces mots deviennent des lois internes. Ils sculptent une vérité perverse. Montrer ses émotions, c'est risquer d'être abandonné. Et alors, on apprend à désapprendre. L'enfant apprend à ne plus tendre les bras. Il apprend à sourire pour faire plaisir, même quand il est brisé à l'intérieur. Il devient maître dans l'art du camouflage émotionnel. Et avec le temps, cette stratégie de survie devient une identité. On ne sait même plus qu'on joue un rôle. On pense simplement qu'on est comme ça, froid, indépendant, réfléchi. On appelle ça maturité, maîtrise de soi. Mais dans les silences, dans les nuits sans sommeil, une autre vérité murmure. Les études de la Dree Johnson, spécialiste en thérapie de couple et en attachement, démontrent que ceux qui ont grandi avec une figure parentale émotionnellement indisponible développent souvent un style d'attachement évitant. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas besoin d'amour. Cela signifie qu'ils ont appris que l'amour n'était pas fiable, qu'il pouvait faire mal, qu'il pouvait disparaître au moment où on en avait le plus besoin. Alors, ils préfèrent ne pas trop s'y exposer, ne pas trop y croire, ne pas trop s'y attacher. Et pourtant, leur corps, lui, n'oublie pas. Le corps est un témoin fidèle de ce que l'esprit tente d'oublier. Il réagit par des tensions musculaires quand quelqu'un s'approche trop près. Il se ferme, se crispe, il détourne les regards, il freine les élans. C'est une guerre intérieure silencieuse. Le cœur qui désire et le corps qui bloque. Le besoin de lien est là, intact. Mais l'autorisation d'y accéder est constamment sabotée. Alors, ces personnes développent des formes de compensation. Elles donnent sans toucher. Elles aiment à distance. Elles écrivent des messages, mais évitent les appels. Elles offrent des services, mais reculent face aux émotions. Et lorsque quelqu'un tente de franchir la barrière, elles deviennent ironiques ou simplement absentes. Pas par cruauté, par protection. Car aimer, pour elles, c'est s'exposer à une douleur familière, une douleur ancienne qu'elles ont passé une vie à enterrer. Et c'est là que la solitude devient un paradoxe cruel. Elles la détestent, mais elles y trouvent une forme de sécurité. La solitude ne déçoit pas, elle ne trahit pas, elle n'exige pas de s'ouvrir. C'est une prison aux murs doux, et c'est dans cette cellule confortable que beaucoup choisissent de rester, persuadés qu'ils sont mieux seuls que blessés. Mais au fond, ils espèrent toujours qu'un jour, quelqu'un comprendra le langage de leur silence, qu'on lira derrière leur refus une supplique muette, qu'on saura rester, même quand ils fuient. Ce qui sauve, ce n'est pas l'explosion émotionnelle, ni la déclaration dramatique. Ce sont les petits gestes constants, la patience de celui qui tend la main sans brusquer.
Le regard qui dit « je te vois » sans insister. Et peut-être, dans cette constance douce, viendra le moment où la peur cédera, où le cœur, lentement, acceptera de battre sans armure. C'est là, dans ce frémissement discret, que renaît la possibilité d'un amour véritable. Pas celui des films, mais celui qui guérit. Mais ce n'est pas seulement l'histoire personnelle qui façonne ce rejet de l'affection. Il y a une autre couche, plus vaste, plus collective, presque invisible. La peur de la fusion, transmise de génération en génération comme un virus discret. Car dans certaines familles, dans certains cercles sociaux, le lien affectif est confondu avec la perte de soi. Aimer devient se soumettre. Être proche devient être avalé. Montrer de la tendresse, c'est risquer d'être envahi, contrôlé, dissous dans l'autre. Alors on apprend à ériger des murs, pas pour se protéger d'un danger réel, mais pour survivre à une peur héritée. Ces dynamiques se répètent dans des structures entières, clans familiaux, communautés, cultures. Dans certains environnements, la distance affective est une règle implicite. On ne se dit pas qu'on s'aime, on ne se prend pas dans les bras. On prouve son attachement par la loyauté, par le travail, par la présence muette. Et dans ces codes silencieux, tout écart est vu comme une trahison. Un fils trop affectueux devient suspect, une mère trop tendre est qualifiée de faible. Le cœur se verrouille au nom de la tradition. Les archétypes culturels renforcent encore cette armure émotionnelle. Le stoïque, l'indépendant, le sage qui n'a besoin de personne. Le père dur mais juste, la mère solide, jamais débordée. Ces figures dominent notre imaginaire, elles hantent les récits, les films, les contes. Elles nous enseignent que l'amour est un luxe, une distraction, voire un piège. Et ceux qui veulent y croire, ceux qui veulent s'y abandonner, sont qualifiés d'utopistes, d'immatures, de naïfs. L'affection devient alors un acte de résistance, un risque, une déviance. Mais cette logique d'évitement émotionnel ne touche pas seulement les individus. Elle contamine les groupes. Dans un couple, par exemple, celui qui fuit l'affection entraîne l'autre dans une danse asymétrique. L'un demande, l'autre recule. L'un s'approche, l'autre s'efface. Et peu à peu, ce n'est plus une relation, mais une chorégraphie de survie. Au sein d'une famille, les enfants captent ces tensions non dites. Ils sentent qu'il y a des zones interdites. Ne pas pleurer trop fort, ne pas demander trop d'attention, ne pas poser de questions intimes. Et ils grandissent avec l'idée que l'amour doit toujours être discret, que l'affection doit être contrôlée. Le feu sous la glace. Ce climat engendre des générations entières de corps tendus, d'âmes en alerte, de cœurs refermés. On se touche moins, on se parle moins, on rit moins, on s'observe, on se tolère, mais on ne se rejoint plus vraiment. Et dans ce désert affectif, chacun apprend à survivre en secret. On s'invente des raisons, des priorités, des distractions. On devient productif, performant, irréprochable. Mais à l'intérieur, une part de nous crie, une part étouffe, une part attend. Et si la guérison commençait par là ? Non pas par de grandes déclarations, mais par une reconnaissance lucide de ce poison collectif. Réaliser que refuser la tendresse n'est pas une force, mais une cicatrice. Comprendre que ce n'est pas l'autre qui envahit, mais soi-même qui se retire. Et dans cette prise de conscience, une possibilité apparaît. Celle de réinventer le lien. De créer un espace où l'affection n'est pas une dette, mais une respiration. Où s'approcher de l'autre, c'est aussi revenir à soi. Et lorsqu'on regarde de plus près, il devient clair que ce n'est pas seulement une stratégie de défense contre la douleur. C'est devenu, pour beaucoup, une manière d'exister. Éviter l'affection n'est pas un choix conscient, mais une respiration apprise. Une mécanique automatique, encodée dans la mémoire du corps. Car dans ces vies où le toucher a été absent, ou pire, associé à la peur ou à la confusion, toute forme de proximité devient suspecte. Même une main sur l'épaule, même un regard doux. L'affection réveille le souvenir de ce qui a manqué, et ce manque, lorsqu'il n'a jamais été nommé, devient intolérable. Alors on se protège, on ironise, on détourne, on occupe l'espace mental avec des performances, des responsabilités, des objectifs. On devient un adulte solide, respecté, organisé. Mais à l'intérieur, la petite voix continue de murmurer « Ne t'attache pas, ne te montre pas, ne ressens pas trop ». Et à force de répéter ce mantra silencieux, on finit par croire que l'affection n'est pas pour nous, qu'elle est un luxe réservé à ceux qui n'ont pas eu à survivre. Une distraction douce dans un monde qui, pour nous, ne l'a jamais été. Et pourtant, cette armure craque, parfois dans un rêve, parfois dans une fatigue soudaine, parfois dans un silence qui dure trop longtemps. Le corps trahit l'âme, et l'âme trahit la stratégie. On se surprend à vouloir une présence, un mot tendre, une chaleur. Mais on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment demander, alors on s'en veut.
Et on retourne se cacher derrière l'indifférence, derrière l'humour, derrière les responsabilités. Ce cycle est cruel, parce qu'il s'auto-entretient. Plus on évite l'affection, plus on confirme en soi l'idée qu'on n'en a pas besoin. Et plus on agit comme si on n'en avait pas besoin, plus les autres nous la refusent. Le monde devient le miroir exact de notre blessure non reconnue. Et dans ce miroir, on voit un être fort, froid, indépendant. Mais on sent, au fond, l'enfant oublié, l'enfant qui attend toujours. Briser ce cycle ne demande pas des gestes spectaculaires. Il ne s'agit pas d'apprendre à devenir affectueux, selon les normes. Il s'agit d'oser ressentir à nouveau. De remarquer par exemple le battement du cœur lorsqu'un ami vous touche le bras. Le frisson subtil qu'un mot doux peut provoquer. La sensation étrange, presque étrangère, d'un câlin qui dure 2 secondes de plus que d'habitude. Ce sont dans ces interstices que la guérison commence. Pas dans les grandes démonstrations, mais dans les micro-ouvertures que l'on n'ose ne pas refermer. Et peut-être que le premier acte d'affection véritable que l'on peut offrir, c'est à soi-même qu'il est destiné. Se permettre de ressentir sans honte, se parler avec douceur, ne pas se juger pour avoir besoin d'un autre, car ce besoin n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de vie, une preuve qu'au fond, malgré l'armure, malgré les années, malgré les stratégies, quelque chose en nous espère encore. Espère que l'affection n'est pas une menace, mais une mémoire du monde tel qu'il pourrait être, un monde où l'on n'a plus besoin de se cacher pour être aimé. Mais parfois, ce qui a été appris peut être désappris. Ce que l'on a enduré peut être reconnu, et ce que l'on a refoulé peut remonter, lentement, comme une rivière souterraine qui cherche la lumière. Le refus de l'affection n'est pas une condamnation. C'est une langue oubliée. Une langue que l'on peut réapprendre, syllabe par syllabe, geste après geste, sans se forcer, sans se violenter, sans honte. Le chemin vers la tendresse commence souvent dans le silence. Il ne commence pas dans l'exubérance, ni dans les déclarations passionnées, mais dans la permission douce qu'on se donne à soi-même, celle d'être touché, celle d'être vu, celle d'être tout simplement. C'est là que réside l'élément le plus subtil, mais aussi le plus puissant, la sécurité émotionnelle. Sans elle, l'affection est perçue comme une intrusion, comme un danger latent. Mais lorsqu'un lien commence à se construire dans la confiance, lorsque l'autre respecte nos rythmes, nos hésitations, nos silences, alors une brèche s'ouvre, une brèche minuscule, mais suffisante. Suffisante pour que l'on puisse respirer autrement. Suffisante pour que, pour la première fois peut-être, on ressente de l'apaisement là où il n'y avait que tension. Dans cette lente reconquête de l'intimité, chaque détail compte. Le regard qui ne juge pas. La main posée, sans insistance. La voix calme qui ne cherche pas à forcer l'émotion, mais qui l'accueille si elle vient. Et c'est dans cette atmosphère-là que l'on commence à comprendre que l'affection ne nous affaiblit pas. Au contraire, elle nous révèle. Elle ne fait pas de nous des êtres dépendants. Elle nous rend plus humains. Il faut du courage pour se montrer affectueux lorsque tout en nous a appris à ne pas l'être. Il faut une force silencieuse pour choisir l'ouverture là où la fermeture semblait plus sûre. Ce courage-là n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Mais il transforme. Il transforme les relations, les liens, les corps. Il transforme notre rapport au monde, car lorsque l'on accepte enfin de donner de l'affection, on découvre, souvent avec surprise, que l'on a toujours su comment faire. On l'avait simplement enterré sous des couches de peur, de mémoire et de protection. Et alors, dans un moment presque banal, une accolade furtive, un regard échangé, un mot tendre prononcé sans ironie, quelque chose se délie, quelque chose respire. Ce n'est pas encore la guérison complète, mais c'en est le pressentiment. Une promesse fragile, mais réelle. La promesse qu'un jour, peut-être, on n'aura plus besoin de fuir l'affection pour se sentir en sécurité, qu'on pourra l'accueillir comme une amie, comme une force, comme une vérité. Et que dans cette vérité-là, il n'y aura plus de peur. Juste la sensation d'être vivant, à nouveau, mais sans armure.